Moi, je vois dans cette formation comme une offre, j'allais dire d'abord, de réconciliation. Une réconciliation entre deux mondes qui s'ignorent alors qu'ils sont amenés quotidiennement à travailler ensemble. Le monde, d'abord, de l'action publique pratique au quotidien, d'accord, donc le monde des gestionnaires, des praticiens, et puis le monde des savoirs théoriques, pour aller vite, de l'université, on va dire. Alors, deux mondes qui parfois se retrouvent, me semble-t-il, dans des rencontres, mais qui peinent à trouver un langage commun pour pouvoir, à chaque fois, et pour pouvoir systématiquement communiquer, dire et parler des réformes, tout simplement. Donc il y a un enjeu, me semble-t-il, extrêmement important ici, qui consiste à construire un langage commun de discussion autour de la problématique des réformes, tout en laissant de côté les spécialités des uns et des autres, que l'on puisse se retrouver là-dessus. Et c'est un vrai sujet, à mon avis, et cette offre de formation me semble être susceptible de réconcilier précisément ces deux mondes en construisant précisément des passerelles et des ponts entre la réflexion stratégique d'un côté et puis on va dire la gestion au jour le jour à laquelle sont normalement et logiquement soumis les techniciens et les gestionnaires au quotidien. Le deuxième élément, à mon avis, très intéressant dans cette formation et qui n'apparaît pas de façon explicite mais qui est très clair quand on lit même les contenus, c'est qu'elle semble, vous me corrigerez si je me trompe, elle suggère une certaine prise de distance vis-à-vis de deux grands paradigmes qui structurent la culture administrative au Maroc. Le premier, c'est le juridisme, c'est-à-dire l'omniprésence d'une certaine culture juridique qui est largement diffusée dans l'administration. Le second, c'est la culture des ingénieurs, c'est-à-dire la culture technique des ingénieurs. Cette offre de formation propose une mise en dialogue entre ces deux avec ce qu'on pourrait appeler une approche beaucoup plus sociologique. Quand on parle même d'action publique, on est déjà dans la sociologie. Quand on parle de complexité de système, on est déjà plongé dans une perspective sociologique qui donne la priorité aux jeux d'acteurs, qui considèrent que les jeux d'acteurs sont beaucoup plus importants que ne peuvent l'être les normes juridiques telles qu'elles peuvent guider l'action publique ou le savoir purement technique, instrumental pour construire une route ou un pont. Alors ici, il ne s'agit pas évidemment de dire que l'un est meilleur que l'autre, il s'agit de les mettre en dialogue. De les mettre en dialogue parce qu'ils sont tous les trois extrêmement importants et nécessaires à l'action publique, mais qu'il faut sortir, il faut que le juriste soit capable de prendre du recul par rapport à son travail de juriste, et on peut l'illustrer aujourd'hui. Prenons un exemple tout simple. On voit bien qu'aujourd'hui, en termes de réforme, la production de la norme ne fait pas une réforme. On le sait, les gestionnaires au quotidien s'aperçoivent que la production d'une norme n'équivaut pas à une réforme. Qu'elle est un point de départ qui pourrait demain donner lieu à une réforme, mais qu'en soi, elle n'est pas une réforme. Or, ceux qui produisent la norme, ou même les législateurs, la présentent dans leur représentation comme c'était en soi une réforme. Déjà, quand on pose cette question-là, on est amené à réfléchir à nous avons produit des règles, mais les règles ne font pas la réforme. Elles encadrent un processus qui va venir. Et ce processus fait appel à des éléments qui n'ont rien de juridique, qui n'ont plus rien de juridique. Ça y est, c'est terminé le juridique. On est dans les processus horizontaux, d'accord ? Donc on casse la logique, on rééquilibre la logique verticale de la norme, d'accord, par des processus horizontaux, d'accord, et non pas des états, des processus horizontaux, qui sont des processus par définition, et c'est là l'élément essentiel, indéterminé. Toute la difficulté de la réforme aujourd'hui, c'est qu'elle nous plonge dans des processus indéterminés. C'est terminé la période scientiste d'un État rationnel, omniscient, omnipotent, qui sait tout et qui est incarné par la figure de l'ingénieur, par exemple, ou la figure du juriste, et dont le Maroc a hérité de la France. C'est terminé tout ça. On est à l'heure de la modestie, de la mise en discussion, de l'inexistence de solutions toutes faites, de recettes toutes faites. Elles n'existent pas dans aucun domaine, et qu'il faut les construire et les co-construire, ensemble, chacun à partir de son savoir. Donc on est dans un changement total d'appréhension qui est effectivement extrêmement déstabilisant par rapport aux manières de faire et de procéder jadis. Avant, on savait que pour faire une chose, c'était l'État qui savait, c'était l'État qui avait la rationalité, c'était l'État qui avait le savoir, c'était l'État qui avait la science, et puis il faisait le bien des gens à leur place.
Parce qu'il avait le... Mais on pouvait le faire aussi parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, non seulement on ne peut plus le faire parce qu'il y a moins d'argent, mais aussi parce qu'on s'est aperçu que des choses qui marchaient très très bien sur le papier du point de vue de la rationalité instrumentale pouvaient s'avérer au contact des réalités, notamment des populations, des échecs totaux. Donc ça, c'est de nouvelles façons d'appréhender. Je pense que précisément l'un des apports de cette formation, c'est de permettre le recul à chacun des acteurs par rapport à son travail et à son action quotidienne pour entrer en dialogue avec des savoirs différents, des cultures différentes des siennes, mais qui néanmoins sont essentiels dans leur synergie pour pouvoir produire les réformes que l'on souhaite. Troisième point pour terminer, 3 illustrations très rapides qui montrent que je vous invite à méditer, qui montrent et qui soulignent une nouvelle fois l'importance qu'une telle formation peut avoir. 3. J'ai été à peine esquissé. Je prends l'exemple du RIF et de l'Husseima. Je vous invite à faire un petit exercice très simple. On peut l'aborder de mille et une façons, mais je vous invite auquel j'ai pensé une demi-heure il y a quelques jours. Le document de reporting de Manarat al-Mutawassit, du projet de développement Manarat al-Mutawassit, qui était présenté aux responsables. Il faut regarder ce document, il faut le lire. C'est un tableau PowerPoint, c'est-à-dire en gros, une fois que le gouvernement a décidé de dire que c'était urgent et qu'il fallait suivre les projets tels qu'ils étaient, qu'est-ce qu'on a donné aux responsables comme document pour regarder où c'est qu'on en est dans l'avancement des projets? Et vous allez être frappé par l'indigence du produit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme information là-dessus? Et vous allez comprendre, et on peut déjà comprendre, à partir de ce seul élément, il y a plusieurs autres éléments, que véritablement, cette manière de faire et d'agir et de concevoir et de suivre est arrivée aujourd'hui à bout de souffle. Aujourd'hui, ce qui arrive dans le Husseima est à l'évidence l'expression d'une défaillance totale dans la manière de concevoir la gouvernance des projets publics de développement. Depuis leur conception jusqu'aux modalités de leur suivi. Le document, il est supposé donner des informations sur le suivi des réalisations. Il est vide. C'est-à-dire tous les éléments essentiels en termes de crédit sont absents. On ne sait pas, on connaît que les montants globaux, on connaît ni la programmation pluriannuelle, ni l'inscription en loi de finances, ni l'avancement des études techniques. Vous avez des choses qui sont comme ça. On vous dit, le projet le voilà, en gros ce que c'est, le responsable voilà, l'état d'avancement en cours, ou bien les études techniques sont en cours, et puis l'état de prévisionnel. C'est ça un document de suivi? C'est ça un cadre de suivi d'un projet qui coûte 6,5 milliards de dirhams, sans compter les autres, mais déjà ça. On comprend tout de suite. Donc, et ce n'est pas une critique qui est à formuler, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire que nous sommes habitués à travailler comme ça. Parce que Manarat al-Mutawassit n'est pas une exception. Nous savons très bien les conventions qui ont été signées, comment elles sont faites. Et pourtant, quand vous lisez la convention, vous allez trouver en dessous, dans le dernier article, une petite clause d'évaluation qui dit que la convention doit être suivie, tout ça. Donc, qui appelle normalement un cadre de suivi. Alors, là, on est au cœur du sujet de la gouvernance. Pour moi, c'est un cas d'école simplement sur le volet reporting et suivi d'un projet. Sans parler de la conception, au squelette, ça c'est une autre affaire. Moi, je pars du principe, je me dis, je suis responsable public, il y a un problème avec le CIMA. On me dit que les projets qui sont là-bas sont en retard, ne marchent pas, ne fonctionnent pas, et on me donne un document. Je prends ce document, je le lis. Ben, je n'ai pas compris grand-chose. Je n'ai pas beaucoup d'informations par rapport à ce que je ne savais pas avant de lire le document. Et ça, c'est énorme, parce que ce n'est pas un document qui est remis à un niveau infra-administratif, c'est un document qui remonte jusqu'au Conseil de gouvernement, d'accord? Et que les ministres... Donc, il y a un vrai sujet. Ça, c'est un premier exemple. 2 autres illustrations intéressantes qui montrent l'importance de ces sujets-là. Le rapport de la Banque mondiale sur l'économie immatérielle, qui est extrêmement intéressant, qui reprend beaucoup de travaux qui ont été faits, hein, je veux dire, c'est pas ça, mais qui est très intéressant parce qu'il montre une chose essentielle. Il dit, pour aller vite, je résume parce que c'est un gros document, nous avons au Maroc un problème avec la productivité de la dépense publique.
Si nous voulons atteindre l'émergence, entrer dans un cycle de l'émergence, en termes de croissance qui soit productive à la fois d'emploi et de richesse et d'emploi, surtout en termes d'emploi, si nous voulons entrer dans ce chemin, dans ce sentier de l'émergence, nous devons investir dans des efforts de productivité du travail et du capital pour pouvoir atteindre un niveau de croissance qui permette précisément d'avoir des incidences sur. Donc, aujourd'hui, pour avoir 1 point de croissance, nous avons besoin de 7 points d'investissement, de FBCF. Alors que des pays équivalents aux nôtres, exemple la Turquie par exemple, ont besoin, pour avoir 1 point de croissance, ils ont besoin simplement de 3 points d'investissement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'effort public, et d'ailleurs on le voit, y compris pour le RIF, si vous prenez l'effort public annoncé, chiffré par habitant, il est substantiel. En termes d'investissement public, il est important. Donc l'effort public d'investissement au Maroc, il est important. Il est très important par rapport. Le rendement de cet effort, la productivité de cet effort est très faible. Qu'est-ce que dit le rapport? Le rapport, il dit cet effort, il est intenable. C'est-à-dire on ne peut pas le reproduire d'année en année. Parce qu'il va nous amener à un cycle d'endettement qui sera intenable pour le Maroc. Donc on a intérêt à faire attention à la qualité de l'investissement et donc au rendement du dirham versé. Quand on rentre dans cette logique où il s'agit de mettre l'accent sur les aspects qualitatifs de l'investissement, donc la productivité de la dépense, le souci de la dépense, où va l'argent, est-ce qu'elle est bien investie, ce qui nous ramène aussi à Mandalat al-Mutawassit, le projet, 6,5 milliards annoncés, est-ce que tous les dirhams qui ont été dépensés ont été justement dépensés, bien dépensés, correctement dépensés? Cette question-là, elle devient extrêmement importante et elle renvoie directement à la notion de capital immatériel. Autrement dit, pour résumer, c'est l'investissement dans le capital immatériel et notamment parmi ce qu'on range dans le capital immatériel, la question des institutions, donc de la gouvernance, mais aussi évidemment l'éducation, mais la centralité de la question des institutions, c'est en investissant dans ce domaine-là qu'on est susceptible demain d'améliorer le rendement de l'investissement dans le capital matériel. Donc l'immatériel et le matériel sont complètement liés. Aujourd'hui, on a atteint un plafond en termes d'investissement matériel qu'on ne pourra pas reproduire si l'immatériel ne vient pas pour améliorer la productivité du matériel qui permettra de générer des ressources et enclencher un cercle vertueux. Cet élément, il est très, très intéressant, il est parfaitement bien démontré dans le rapport et il remet au centre de la discussion et au centre des enjeux pour précisément permettre au Maroc de passer à l'émergence, la question de la gouvernance et notamment de la qualité des institutions. Troisième élément qui va exactement dans le même sens et qui rejoint encore parfaitement la préoccupation et qui souligne, j'allais dire, la pertinence de cette offre de formation, c'est le rapport de l'OCDE sur la productivité de la dépense publique, d'accord, sur le Maroc, d'accord, qui va conduire les pouvoirs publics à mettre au point un cadre de suivi de l'ICOR, ce qu'ils appellent l'ICOR, ce dont je parle tout à l'heure, qui vont mettre en place un dispositif de suivi de la qualité de la dépense publique. Là aussi, on est avec l'OCDE, en coopération avec l'OCDE, là aussi, encore une fois, on voit bien qu'il y a un souci d'améliorer la qualité des institutions, de la qualité de la dépense, parce qu'elle n'est pas quantitativement extensible éternellement et dans tous les domaines. Voilà, merci.